Donc ici, on voit le tractus génital féminin, le vagin, le col utérin, et ensuite ici, on a le corps de l'utérus avec la cavité utérine ouverte ici à gauche. On voit les deux trompes, les trompes de Fallope. Et ensuite, ici à gauche, la trompe elle est ouverte pour montrer le passage. Et ici, l'ovaire gauche qui est aussi coupé en sections pour nous montrer ce qui se passe à l'intérieur pendant le cycle ovarien. Donc on voit plusieurs follicules, primaires, secondaires, tertiaires et un follicule de Degraaff ici. Donc vous voyez, il est collé à la surface de l'ovaire. Donc il y a la cavité du follicule et ensuite il y a les tecs, les cellules folliculaires autour qui délimitent donc le follicule. Et vous voyez ici le promontoire que l'on appelle le cumulus oophorus, dans lequel se trouve l'ovocyte, qui va maintenant finir sa première division méiotique pour devenir un ovocyte 2. Et ensuite, boum, il va être ovulé. Au niveau de cette cicatrice que l'on appelle le stigma. Et là, avec un peu de chance, il est capté par le pavillon de la trompe qui se trouve à côté. Le follicule dans l'ovaire devient le corps jaune, commence à faire de la progestérone pour que l'endomètre soit prêt en phase sécrétrice. Et cet ovocyte 2, avec sa corona radiata, commence la progression dans la trompe. Et vers l'ampoule, qui est juste à côté du pavillon, il va y avoir, avec un peu de chance, la rencontre avec des spermatozoïdes. Donc ça, c'est l'ovule, l'ovocyte 2. Donc vous voyez ici le premier corpuscule polaire, et ici vous voyez le noyau de cet ovocyte 2 qui est arrêté en métaphase de la deuxième division méiotique. Tout autour, vous voyez la coque, qui est la zone pellucide, en gris, et à l'extérieur, les cellules folliculaires d'accompagnement qui forment la corona radiata. Ces cellules folliculaires avec la coque représentent une protection mécanique, en fait, de l'ovocyte 2, qui donc assure sa survie dans le voyage au cours de la trompe. Donc on voit le voyage des spermatozoïdes. Donc la première barrière, c'est la traversée du col utérin, qui est assez difficile. Et ensuite, il pénètre dans la cavité utérine et il remonte les trompes des deux côtés. Donc ici, on voit en détail de la paroi de l'ovocyte 2, avec la corona radiata, la zone pellucide. L'espace périvitellin, c'est l'espace qui se trouve entre la zone pellucide et la membrane plasmique de l'ovocyte. Et ensuite, vous voyez ici, on voit immédiatement à l'intérieur donc de l'ovocyte, dans le cytoplasme, on voit cette accumulation massive de ces granules corticaux. Donc les spermatozoïdes arrivent, la réaction acrosomale commence et la libération des enzymes protéolytiques se fait. Il y a l'uronidase et acrosine. Ça digère la zone pellucide. La tête arrive dans l'espace périvitellin et il y a fusion de la membrane plasmique de l'ovaire avec la membrane nucléaire de la tête du spermatozoïde. Et bon, c'est assez mal dessiné, mais le noyau avec le centriole proximal, et comme je vous ai dit, quelques ARN et quelques mitochondries pénètrent dans le cytoplasme de l'ovocyte 2. Le noyau, la première chose, c'est une perte des protamines, et il y a une décondensation très rapide et très massive de tout l'ADN nucléaire donc de ces spermatozoïdes, et il se forme ce que l'on appelle le pronoyau mâle. C'est ce qu'on voit ici. Mais avant ça, il y a eu la réaction corticale, que l'on va voir maintenant. Donc c'est cette exocytose massive qui altère la structure de la zone pellucide et qui prévient la polyspermie. La présence de la tête du spermatozoïde déclenche la continuation de la deuxième division méiotique avec l'émission du deuxième globule polaire. Donc ces cellules n'ont pas de cytoplasme, elles ne peuvent pas se diviser, elles vont dégénérer, les globules polaires. Et ça va devenir le pronoyau femelle. Donc on a le zygote avec les deux pronoyaux
il va y avoir synthèse d'ADN et on a une cellule normale de N diploïde et 4 C. Donc le contenu d'ADN est doublé et elle va se diviser pour former un embryon au stade de cellules que nous verrons la semaine prochaine. Donc ça, c'est le clivage, la segmentation. On a le zygote ici, au niveau de la trompe. Premier jour, première division, embryon au stade de cellules, il avance dans la trompe. Deux blastomères. Deuxième jour, 4 blastomères. Seize blastomères, troisième jour, à peu près. Hein, ce n'est pas d'une précision stricte. Donc il y a 4, 8, ensuite 16, 32. L'embryon, c'est une morula précoce. Il passe l'isthme, cette partie étroite de la trompe, à la jonction avec l'utérus. Et donc la morula est là. Elle subit la compaction et devient un blastocyste. Donc le blastocyste est déjà dans l'utérus. On est au 5e jour à peu près. Ensuite, il y aura l'éclosion concernant l'implantation. Tout ce vocabulaire nouveau, toute cette lexicologie qui vous trouble en ce moment-là, mais vous l'avez vu, au fond, c'est assez simple. Donc, il y a un suivi des cellules et il suffit d'apprendre la terminologie pour comprendre. Donc, ici, on a eu l'éclosion et l'embryon, il va s'attacher, avec un peu de chance, dans ce tiers supérieur de la cavité utérine. Au contact avec l'endomètre, il y a la différenciation du syncytio-trophoblaste à partir du trophoblaste. Vous voyez à l'intérieur, la masse cellulaire s'organise en épi- et hypoblastes. Le processus d'érosion tissulaire avance. Et ces syncytio-trophoblastes commencent à dissoudre les glandes endométriales et les vaisseaux capillaires, artérioles, endométriaux. Ici, on voit le disque bilaminaire avec cette cambrure et le début de la formation déjà de cette cavité amniotique. Donc ici, on a le sac vitellin primitif et là, en bas, c'est la cavité abdominale, la cavité utérine. On va voir maintenant la formation des lacunes. Donc, on voit l'érosion des glandes endométriales. On voit la rupture des capillaires. Et donc, c'est le début de la formation des lacunes sanguines. Et donc, le cytotrophoblaste reste très actif, prolifération très active des cellules pour former le syncytiotrophoblaste et pour former ensuite les villosités du placenta. Donc, ici, on a la membrane exocélomique qui tapisse le sac vitellin primitif, hypoblaste, épiblaste, cavité amniotique. Et à l'extérieur, c'est le syncytiotrophoblaste avec ses lacunes. La cavité exocélomique, c'est aussi un synonyme pour le sac vitellin primitif. On a ici déjà le mésoderme extra-embryonnaire qui est formé à partir de l'épiblaste, les lacunes sanguines qui se forment dans le syncytiotrophoblaste, qui permettent par diffusion l'alimentation de l'embryon. Et maintenant, à l'intérieur de ce mésoderme extra-embryonnaire, il y a la cavitation et la formation de cette cavité chorionique ou cellum extra-embryonnaire. Et l'ensemble formé par ce mésoderme extra-embryonnaire, par le cytotrophoblaste et par le syncytiotrophoblaste, c'est ce qu'on appelle le chorion. Ça va être la future partie fœtale du placenta.
le chorion. Vous voyez la croissance en volume de la cavité du cellome extra-embryonnaire. Ici, on nous montre la région antérieure, la future région antérieure du disque bilaminaire. Donc, ici, épiblaste, hypoblaste, cavité amniotique et sac vitellin ici en bas. À l'extérieur, c'est le mésoderme extra-embryonnaire en beige. Donc, avec la croissance de cette cavité cellomique extra-embryonnaire, on a vu il y a une séparation de la partie distale du sac vitellin. C'est le sac vitellin primitif qui va dégénérer. Et ensuite, ici, on voit, donc, de nouveau, dans la partie intérieure de l'embryon, l'épaississement focal des quelques cellules hypoblastiques qui vont former la membrane oropharyngée ou plaque précordale. Et ces cellules hypoblastiques qui tapissent la cavité du sac vitellin définitif ou secondaire, qui est ici, le sac vitellin. Donc là, on voit l'ampleur de ce cellome extra-embryonnaire, cavité choriale, qui a délimité la séparation donc, de ce sac vitellin primitif du sac vitellin définitif ou secondaire. Et donc ici, on distingue déjà la formation de ce pédicule abdominal au niveau du mésoderme extra-embryonnaire et ce mésoderme somatique autour du cytotrophoblaste et autour de l'amnios, de la cavité amniotique, avec le pédicule abdominal, et le mésoderme extra-embryonnaire viscéral autour du sac vitellin. Et je crois que le vidéo est terminé, et c'est ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc on est au début de la gastrulation. Ici, on a une vue sagittale de l'embryon, donc une coupe longitudinale dans l'axe sagittal. On voit l'embryon dans sa cavité du cellome extra-embryonnaire, le sac vitellin secondaire en bas, le sac amniotique en haut et le disque au milieu. Ectoderme toujours en bleu, endoderme toujours en jaune. À ce stade, c'est encore épiblaste et hypoblaste. Donc on voit en 3 dimensions et on voit une vue dorsale maintenant de l'embryon. Donc en haut, c'est la cavité amniotique. Ici, on voit l'amnios. En bas, c'est la cavité du sac vitellin. Et ici, en beige, c'est le mésoderme extra-embryonnaire. En haut, somatique, autour de la cavité amniotique. En bas, viscéral, autour de ce sac vitellin. Donc ici, on nous montre déjà ces 2 dépressions qui se forment. Ce n'est pas tout à fait exactement comme ça que ça se passe dans le temps. Il y a d'abord, bien sûr, la formation du nœud primitif et ensuite la ligne, et seulement après, la formation de la membrane cloacale. Mais bon, peu importe. Vous voyez de quoi ça a l'air? La dépression de la fossette et de la ligne de la gouttière primitive. Donc, si on fait maintenant une coupe de l'embryon, une coupe transversale au niveau du pointillé, donc une coupe qui va affecter la ligne primitive, on voit l'épiblaste en haut, l'hypoblaste en bas, la ligne primitive et ces cellules qui se détachent, qui forment, d'une part, ici on nous montre d'abord l'endoderme, dans un but pédagogique, mais c'est surtout le mésoderme qui se forme, car ce sont la plupart des cellules épiblastiques qui vont former le mésoderme et qui migrent très activement entre les 2 feuillets. Donc voilà, ici on nous montre de nouveau cette vue dorsale de l'embryon avec l'axe antéro-postérieur ou crânio-caudal, la partie intérieure où se trouve la membrane oropharyngée, et ensuite l'axe qui est défini très visiblement par cette ligne primitive avec le nœud primitif. Donc ici on enlève l'épiblaste et on voit l'expansion du mésoderme à partir de la ligne et du nœud, avec la formation notamment de ces cellules en vert qui forment le processus notocordal. Donc je vais m'arrêter là pour vous montrer les diapos d'abord, et nous allons voir ensuite quel est le devenir de ce processus notocordal. Mais vous le voyez ici, ce sont des cellules qui partent directement depuis le nœud et qui vont vers la membrane oropharyngée. Donc on a ce processus notocordal qui est en vert, et on nous remet ici l'épiblaste, qui est maintenant ectoderme, pour nous montrer comment, en fait, ces cellules épiblastiques, à l'endroit qui se trouve immédiatement au-dessus de la notocorde, du processus notocordal, déjà à ce stade,
sont en train de devenir la plaque neurale, avec un bleu plus foncé. Alors, nous allons voir la formation de la notochorde. On en parle beaucoup parce que c'est vraiment l'élément directeur de la formation de toutes les autres structures. Donc ici, on la voit en vert, le processus notochordal qui va vers la membrane oropharyngée. Ici, c'est le nœud. Et là, à droite, c'est la coupe transversale entre ces deux côtés du pointillé. Donc on voit le processus notochordal ici. On voit la formation du canal notochordal. Ici, c'est la membrane oropharyngée. Ici, une coupe transversale. Le nœud primitif. Ensuite, il y a la fusion avec l'endoderme et la formation de la plaque notochordale. À ce niveau-là. Et là, on voit le canal qui est le neuropore. On l'appelle neuro-entérique, ce canal. J'ai dit neuropore? Non, pas neuropore, mais neuro-entérique. Donc on voit ici en transversal la plaque notochordale, et puis elle se referme ventralement. Complètement pour former la corde définitive ou notochorde. Et vous voyez, entre-temps, au niveau dorsal, il se forme la plaque neurale. Donc on a la vue dorsale et nous montre, voilà. Et ça, c'est la formation de l'allantoïde. On verra ça plus tard. Vous voulez qu'on fasse la pause? Non? Vous voulez qu'on continue? On vous montre le petit film et ensuite on arrête. Ok, on va voir la formation de la plaque neurale. Coupe sagittale. On voit le processus notochordal en vert. À gauche, c'est la partie antérieure. À droite, c'est la partie postérieure. On voit le pédicule abdominal. Vue dorsale de l'embryon. Par transparence, on voit le processus notochordal. Et on voit en bleu foncé comment ces cellules de l'ectoderme commencent à former la plaque neurale. La croissance en longueur. Parce qu'au niveau du mésoderme embryonnaire, il y a les somites qui commencent à se former. Et donc rapidement, dorsalement, on voit comment se forment ces deux lobes de part et d'autre et la gouttière neurale au milieu. Coupe transversale, notochorde en vert, en rouge le mésoderme, en jaune l'endoderme, en bleu l'ectoderme, bleu foncé la plaque neurale, et on voit ici les replis neuraux et la gouttière neurale. On voit comment la gouttière neurale devient de plus en plus profonde et dorsalement, les deux côtés vont fusionner et on voit cette population de cellules qui se détachent et ce sont les cellules des crêtes neurales. On voit une petite vue dorsale de nouveau. Au niveau où les somites commencent à se former dans le mésoderme, commence cette fusion du tube neural à ce niveau-là. Et donc, à partir de ce moment-là, on a les neuropores intérieurs dans la partie céphalique et le neuropore postérieur dans la partie caudale. Les somites s'ajoutent, la morphogénèse progresse, l'embryon devient un cylindre parce qu'il y a l'éplicature à ce moment-là. Et donc vous voyez, à ce stade, environ 11 somites, on a ici le neuropore intérieur, on est au 23e jour, et le neuropore postérieur qui sont là, bien visibles. Entre deux, c'est déjà le tube neural qui est bien formé. La croissance en longueur se poursuit, de plus en plus de somites, jusqu'à 44 à peu près. Le neuropore intérieur et postérieur restent encore ouverts, 24e jour. 2 jours après, le neuropore intérieur va se fermer. Donc ici, on voit comment l'embryon prend la forme, comment le bourgeon, ici c'est le bourgeon du cœur qui était gonflé devant. Qu'est-ce qu'on voit ici? La même chose, non? Un peu répétitif. Je me répète beaucoup, hein? Donc vous voyez les neuropores,
antéro et postéro. La croissance, le tube qui s'y rallonge, des somites qui apparaissent dans la partie postérieure de plus en plus. Là, on voit latéralement le gonflement du cœur, qui est ventral. Et juste, on va voir la crête neurale. Juste comment ces cellules se détachent. Et ensuite, ces cellules vont migrer bilatéralement. Et puis, elles vont le faire entre les paires des somites adjacentes. Elles vont se faufiler entre deux somites. Et puis, elles vont constituer les différentes parties du corps que l'on a énumérées. Ici et là, ces cellules. Elles vont dorsalement par rapport aux somites et aussi ventralement. Ici, à un stade un peu plus avancé, on voit comment ces somites ont peuplé différentes régions, différents organes. Ici, au niveau des glandes surrénaliennes. Et là, on va arrêter. Et si vous voulez, on fait une petite pause jusqu'à quand? Jusqu'à 11h15. Voilà. Nous n'allons pas voir ces vidéos en entier parce que nous le verrons plus dans le cours du développement du système digestif et du système respiratoire. Donc on a la vue dorsale et la coupe transversale. On voit ici la gouttière neurale, endoderme en bas en jaune et le mésoderme intra-embryonnaire. Donc vous reconnaissez ici tous les éléments dont on parle. Le mésoderme paraxial, le mésoderme intermédiaire et le mésoderme latéral avec cette vacuolisation. C'est le début de la formation. Vous le voyez ici. Vous arrivez à voir la souris? Si, non? Alors là, on voit ce mésoderme latéral avec le début de la formation du cellome intra-embryonnaire. Et vous allez voir comme il se met en contact avec, ici, cette partie, c'est le cellome extra-embryonnaire, là où je mets la fléchette. En haut, en rouge, c'est le mésoderme extra-embryonnaire somatique. En bas, c'est le mésoderme extra-embryonnaire viscéral. Donc, ce sont donc les espaces, les cavités cellomiques qui se forment. Donc ça se passe, comme on le voyait tout à l'heure, pendant que le tube neural se forme. Et donc on a les différents éléments anatomiques. Somatopleure dorsale, donc c'est le mésothélium avec l'ectoderme, et splagnopleure avec le mésothélium ventral et l'endoderme. On va voir la formation de la cavité cellomique par transparence à travers l'ectoderme. On voit les lacunes dans ce mésoderme latéral, et ces lacunes qui s'élargissent et que, de ce fait, elles vont commencer à fusionner les unes avec les autres. Et cette flèche, elle montre le passage entre cavités extra- et intra-embryonnaires. Donc la flèche, voilà, ici ces flèches montrent que dans la partie centrale du corps de l'embryon, le mésoderme latéral reste ouvert, et là on voit le passage entre les deux cavités cellomiques, extra- et intra-embryonnaires. Maintenant, on fait une coupe sagittale, longitudinale, on voit l'embryon de côté, et en beige, ici, on voit cette cavité du cellome intra-embryonnaire en fer à cheval. Donc ici en rouge, on nous montre le tube cardiaque. Donc c'est un stade plus avancé du développement. Nous allons voir ça par la suite, ne vous affolez pas. Mais donc ici, le but c'est de vous montrer comment se forment les cavités corporelles à partir de ces cellums intra-embryonnaires. Et vous voyez comment dans la partie postérieure, ces cellums intra-embryonnaires restent en communication avec le cellum extra-embryonnaire. Parce qu'à ce niveau-là, l'embryon ne peut pas se fermer complètement et il y a le début de la formation du futur cordon ombilical avec le pédicule abdominal. Donc, ces flèches montraient le passage entre les deux cavités. Donc ici, on va voir une coupe transversale
Et on va voir comment les plicatures de l'embryon que nous verrons lundi prochain entraînent la formation de cette structure cylindrique. Et là, on voit à gauche et à droite le cellome intra-embryonnaire. Donc ici, vous le voyez, des deux côtés, au niveau du mésoderme latéral. Et dans la partie médiane de l'embryon, on voit comment il est toujours en contact avec le cellome extra-embryonnaire, ici et là. Les plicatures latérales se poursuivent et le disque devient progressivement un cylindre. Donc l'embryon se ferme ventralement et vous voyez que jusqu'à la fin, il y a ce passage, cette communication au niveau de cette vésicule vitelline, c'est dans le cordon ombilical. La paroi du corps n'est pas encore fermée et ventralement, il y a toujours cette communication entre le cellome intra-embryonnaire et le cellome extra-embryonnaire. Lorsque la paroi se forme, le cellome intra-embryonnaire devient les cavités corporelles. Donc, si on est dans la partie antérieure ou thoracique, on va voir les cavités péricardiques et cavités pleurales. Et entre les deux, il va y avoir, juste en arrière du cœur, un rétrécissement et un passage que l'on va appeler le canal péricardio-péritonéal qui va mettre en communication ces cavités péricardiques et pleurales, futures cavités pleurales, qui apparaît plus tard seulement lorsque les poumons commencent à se différencier. On va avoir donc en arrière la cavité péritonéale. Donc au départ, le cellome en fer à cheval, il comprend cette partie antérieure. Comme on est tout près du cœur, on parle de cavité péricardique primitive. Et en arrière, la partie postérieure, on parle de cavité péritonéale primitive ou future. Et donc au niveau du passage entre les deux, à cet endroit-là, au niveau de l'endoderme, qui est jaune ici, à ce niveau-là, il va y avoir le bourgeonnement des poumons. Et à cet endroit-là, cette cavité cellumique va former les cavités pleurales autour des poumons. Et on va s'arrêter là parce que ça, on le verra dans les cours destinés et qui sont faits ad hoc. On va voir les plicatures de l'embryon. Donc on va revoir ce que je viens de vous raconter. Alors on a l'image en coupe sagittale que vous connaissez déjà par cœur. Toujours la même disposition. Cavité amniotique en haut, cavité du cervicellin en bas, côté céphalique à gauche, côté caudal à droite. D'ailleurs, vous reconnaissez très bien les structures maintenant. Le pédicule abdominal, l'allantoïde. Ici, on voit très bien la membrane oropharyngée et on voit l'air cardiogène avec le cellome intra-embryonnaire. Ici, on voit très bien ce cellome intra-embryonnaire qui sera la future cavité péricardique. Alors, on va faire d'abord une coupe transversale dans l'intestin moyen. Et comme ça, on va voir les plicatures latérales. Au niveau où le tube du cordon ombilical se forme. Donc, ici, voilà la notation des différents éléments anatomiques. Et l'embryon au milieu à 3 feuillets, ecto-méso-endoderme. La notocorde est en vert. Et aussi, on voit très bien au niveau de l'ectoderme, on voit la plaque neurale avec sa gouttière neurale. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est trouve surtout des deux côtés. Avec ces plicatures latérales, ces deux côtés, gauche et droite, vont être amenés en position ventrale. Donc, vous reconnaissez au niveau de ce mésoderme intra-embryonnaire les 3 éléments. Donc, à partir de cette notocorde ou mésoderme axial, on a de part et d'autre le mésoderme paraxial, intermédiaire et latéral, dans lequel se forme le cellome intra-embryonnaire. Et le système vasculaire d'ailleurs. Là, on voit comment les deux côtés sont amenés face à face en position ventrale. Et voilà, on a donc ici le cellome intra-embryonnaire qui est en train de se fermer. Il est toujours ouvert en communication avec le cellome extra-embryonnaire. Et rappelez-vous, la paroi dorsale de ces cellome intra-embryonnaire, c'est la somatopleure, formée donc par, ici, on voit l'ectoderme et cet épithélium qui est appelé mésothélium, avec le conjonctif du mésoderme latéral. Et au niveau du tube digestif, on va avoir la splagnopleur, donc ce mésoderme latéral, avec l'endoderme de ce sac vitellin, splagnopleur et somatopleure.
voyez, le tube digestif moyen s'est formé ici, et il y a ce canal vitellin qui communique toujours le tube digestif moyen avec la vésicule ombilicale qu'on appelle, c'est le sac vitellin secondaire ou définitif. Maintenant, on fait une coupe transversale dans la partie intérieure. Et on va voir la même chose. Mais comme il n'y a pas de tube du cordon ombilical qui est concerné, on va voir la fermeture complète du côté ventral. Là, avec ces images, on comprend très bien la morphogénèse, la formation du tube digestif, la formation du cellome intra-embryonnaire et la fermeture de l'embryon ventral. Donc on voit très bien comment cette cavité intra-embryonnaire dérive du cellome du mésodème latéral, et on voit très bien comment ici le tube digestif il est relié à la paroi du corps par ce mésentère dorsal, qui est un dérivé de la somatopleure, enfin c'est un dérivé du mésoderme somatique. Ça continue. Maintenant, on va voir l'applicature longitudinale. On a l'embryon dans le sac chorial ici, le cellome extra-embryonnaire, partie céphalique à gauche, partie caudale à droite. Donc on nous met déjà en place ce mésoderme intra-embryonnaire du septum transverse, le bourgeon du cœur, et on ne voit pas ici très bien le cellome antérieur, intra-embryonnaire, et dans la partie en arrière, postérieure, on voit l'allantoïde qui pénètre dans le pédicule abdominal. Vous voyez comment ça se passe simultanément, et donc on aboutit à gauche à la formation de l'intestin primitif antérieur, à droite, celle du tube digestif postérieur. Donc vous voyez que le septum transverse qui était très antérieur, maintenant il est amené en arrière par rapport à la membrane oropharyngée qui est ici. Même chose, la membrane cloacale qui était avant le bourgeon de l'allantoïde, maintenant elle est plus postérieure puisque l'allantoïde il a été amené vers l'avant. Vous voyez comment ce septum transverse maintenant qui est là, il est à son emplacement définitif puisque là il va devenir le diaphragme. Donc ça va délimiter la cavité thoracique où se trouve le cœur du reste des cavités corporelles, c'est-à-dire la cavité abdominale dans laquelle va loger l'intestin moyen et postérieur. On va voir ça. Coupe transversale au niveau de l'intestin moyen. À l'endroit où se forme le cordon ombilical. Voilà, mésoderme paraxial, l'intermédiaire latéral. Le cellome intra-embryonnaire, ici et là. Le tube digestif primitif attrapé au milieu. Bon, je trouve qu'on se répète beaucoup. C'est ce qu'on a déjà vu. Je pense que j'ai mis 2 fois. La séquence, oui, voilà. Donc on a déjà tout vu. Là, c'est l'applicature longitudinale. Si vous voulez, je vais vous montrer une séquence vidéo pour que vous voyez ça d'une façon un peu plus claire. Donc en fait, on va voir
le début de la formation du cœur, ce qui va me permettre d'introduire la deuxième partie du cours. Donc vous voyez ce que l'on voit ici par transparence dans le mésoderme latéral. On voit ici l'air cardiogène et on voit un peu plus en arrière la formation de ces vaisseaux additionnels qui sont en fait les deux aortes du côté médian. Coupe sagittale, on voit comment ce tube cardiaque, il est maintenant dorsal par rapport à la cavité célomique et il est ventralisé. Il est mis en arrière par rapport à la membrane oropharyngée et ici on voit la formation du tube digestif intérieur. Donc vous voyez le septum transverse qui était avant très en avant, maintenant il est en arrière par rapport au tube cardiaque et à la cavité célomique autour de ce vaisseau qui est la cavité péricardique primitive. Maintenant, en coupe transversale. On a les aortes dorsales en haut. Et voilà ici. Donc, on est au milieu de la courbature latérale. On a le célomètre embryonnaire en fer à cheval, ici de part et d'autre. Et on voit les tubes cardiaques qui sont toujours ventraux par rapport à ce célomètre embryonnaire. Et ça, c'est la cavité du tube digestif intérieur qui est en train de se fermer, de se former. Avec l'éplicature, voilà, les tubes sont amenés en position ventrale par rapport au tube digestif intérieur et ils sont côte à côte ici maintenant. Et ils se trouvent dans une cavité commune qui est la cavité péricardique. Ils fusionnent, ils forment le tube cardiaque qui commence à se différencier très rapidement, à former cette gelée cardiaque et ces cellules musculaires qui se développent dans la paroi qui commencent à avoir une activité contractile très tôt. Donc, ici, c'est en vue ventrale. Donc, on a ouvert la cavité péricardique. C'est une coupe coronale. Et on voit ici le tube endocardiaque ou cardiaque. Ça, c'est la partie antérieure, la future tête. Et là, on voit encore le neuropore antérieur au niveau de l'ectoderme. Mais ici, dans la cavité péricardique, on voit ce tube cardiaque qui vient de se former. En haut, c'est partie antérieure. En bas, c'est partie postérieure. Avec ici, on voit l'ouverture de ce sac vitellin avec l'endoderme jaune. Donc, je vous montre ça juste pour vous dire qu'une fois qu'il est formé, ce tube cardiaque, il commence à se différencier, il commence à avoir une activité contractile, des cellules musculaires cardiaques qui se développent dans la paroi. Et en croissant et en se différenciant, il s'incurve vers la droite. En fait, ce petit gonflement, c'est le futur ventricule cardiaque qui commence à se former. Et cette torsion vers la droite du tube cardiaque représente la première manifestation anatomique de notre asymétrie corporelle interne. Maintenant, on va arrêter là. Nous allons voir de façon très simplifiée dans la petite séquence animée que je vous montre en continuation. Donc, tout commence à la 4e semaine. Ici, en vue latérale, on voit l'endroit où commence à bourgeonner le bras, le membre intérieur. Et ici, on voit très bien du côté ventral ce gonflement très marqué qui n'est autre chose que le cœur en développement, le tube cardiaque qui gonfle, qui se tourne vers la droite. Au niveau de la tête, on voit très bien ici les arcs branchiaux. Donc, le bourgeon du bras, un peu plus tard, plus caudal, très caudal en fait, le bourgeon de la jambe. Et donc dans ce bourgeon, on distingue la partie distale qui forme ce que l'on va appeler la palette. Et au bout de cette palette, il y a une petite frange de l'ectoderme qui est très intéressante, que l'on appelle le AER en anglais. En français, c'est le bourrelet ou la crête ectodermique apicale. Et ça va être le tissu compétent pour induire la prolifération du mésoderme qui se trouve sous-jacent et qui va faire que le membre grandit et se développe. Vous voyez pour la main, et en fait pour le pied c'est la même chose. Donc ici, il y a la formation des rayons
digitaux, les rayons des doigts, au niveau de la palette distale. Avec ensuite, il va y avoir l'individualisation et la séparation des doigts, avec la disparition des espaces interdigitaux. Et ça va être la même chose avec un décalage d'environ 2 jours au niveau des pieds. Ici, il y a eu au niveau des jambes la torsion vers l'intérieur, mais on va la voir de face maintenant. C'est ce qu'on appelle la rotation des jambes. Donc, on voit l'embryon de face, le bourgeonnement des bras d'abord, dans la région juste après la tête, et ici, le bourgeonnement des jambes. Ça, c'est le gonflement cardiaque. Donc, vous voyez d'abord, bras et jambes sont parallèles par rapport au plan médian. Et ensuite, c'est très marqué pour les jambes. Il y a une rotation vers l'intérieur d'environ 90 degrés vers l'axe médial. Et de cette façon, on a les pieds avec la disposition naturelle. Et donc, si on regarde les dermatomes, on voit très bien cette rotation. Et on voit très bien la contribution de chaque somite à la formation des différents éléments du membre. Et notamment au niveau des doigts et des orteils. Donc, peu importe quels sont les sommites spécifiques concernés pour chaque membre, je vous montre ceci pour que vous voyez à peu près comment les différents sommites contribuent au développement des membres. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On voit les différents sommites pour les doigts. Et au niveau de la jambe, ensuite, au départ, les sommites sont en parallèle, en séquence. Et avec cette rotation, on voit... C'est mal représenté, en fait, sur l'image vidéo. Mais on voit à la fin le résultat, comment il y a cette torsion en tire-bouchon vers l'intérieur, vers la droite. Et ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, on voit que l'orteil et les pouces se développent après un sommite en particulier. Voilà, on a tout vu. Maintenant, on peut avoir des problèmes au niveau de la disposition des sens intestinales. Il y en a ces problèmes appelés globalement de malrotation du tube digestif. Alors pour que vous compreniez un peu comment ça se passe, je vais vous montrer un bout de la séquence vidéo que nous verrons au cours consacré au développement du système digestif. Pour que vous voyez de quoi je veux parler maintenant. Donc on a le développement du tube digestif. On est ici dans la partie du tube digestif moyen. Ici, donc à la base du cordon ombilical. Donc ça, c'est la vésicule vitelline, vers le sac vitellin. Et on a ici le début de la formation de l'intestin moyen, à la base du cordon ombilical. Alors, ce qui va se passer immédiatement, c'est qu'il y a une rotation vers la gauche. Une rotation qui va se faire de 3/4 de tour, en fait. Autour d'un axe qui est défini par cette artère mésentérique. Donc, vous voyez la partie postérieure du tube digestif. Le futur gros intestin, il va passer par-dessus, côté ventral, vers la gauche, vers la droite. Et pendant ce temps-là, vous voyez, les sens intestinales de l'intestin grêle se développent et il y a cette hernie ombilicale. Donc, il y a ce passage qui suit vraiment un pattern très bien défini, très précis. Et donc, ensuite, on a le déplacement vers la partie inguinale droite de cet appendice, le cæcum et l'appendice. Et donc, voilà comment c'est la disposition définitive, avec le côlon ascendant à droite, qui passe ventralement par rapport au duodénum, le côlon transverse, et ensuite le côlon descendant et le rectum à gauche. C'est la disposition normale. Cette rotation qui se fait vers la droite de l'intestin moyen. Alors maintenant, on va juste finir cette partie
escape. Voilà. J'aimerais vous montrer un petit film pour récapituler tout ce que je viens de vous dire, de vous raconter pendant ces 2 heures. Donc on va voir dans les grandes lignes le développement du tube cardiaque. La vue dorsale de l'embryon. On voit l'ectoderme avec la plaque neurale et par transparence, on voit les cardiogènes et le mésoderme latéral splanchnique. Coupe sagittale de la partie intérieure, plicature, le tube cardiaque qui est amené en position ventrale par rapport au tube digestif. Et voilà donc les éléments que l'on connaît. La membrane oropharyngée, tube cardiaque, qui est dorsale par rapport au cellulome intra-embryonnaire. Et ici, on a le mésoderme du septum transverse, qui va être le futur diaphragme. Coupe transversale. Avec les plicatures latérales, on voit comment ces 2 tubes cardiaques, qui sont gauche et droit, maintenant, ils vont être amenés en position ventrale par rapport au tube digestif antérieur, qui se développe ici. Et ces 2 tubes cardiaques, une fois ensemble, ils vont fusionner avec des apoptoses dans la paroi au milieu et former un tube cardiaque unique, qui va se retrouver englobé par le cellulome intra-embryonnaire que l'on va appeler à ce niveau-là cavité péricardique, et donc qui va être relié à la paroi du corps par ce mésocarde dorsal, on va l'appeler mésocarde puisque on est au niveau du cœur. Et donc au niveau de la paroi du tube cardiaque primitif, on voit déjà cet épaississement qui est très, très important. Donc on a d'abord l'endocarde, c'est-à-dire l'endothélium du tube cardiaque, et à l'extérieur, au niveau de la paroi, il y a la formation de la musculature qui est le futur myocarde et surtout ces myocardes qui commencent à produire cette matrice extracellulaire très développée que l'on va appeler la gelée cardiaque. Là, on va voir le looping, la torsion du cœur, du tube cardiaque, la vue ventrale. Là, c'est le tube cardiaque avec l'oreillette, le ventricule et le bulbe. La paroi avec le myocarde et la gelée. Et donc cette torsion vers la droite, par croissance notamment de la paroi du futur ventricule, et on a l'impression que l'oreillette, elle est un peu poussée en arrière, et puis elle va remonter. En fait, ce qui se passe, c'est que le ventricule se développe énormément, très vite, et il prend la place du côté ventral. Donc, torsion du tube cardiaque vers la droite. Une vue différente de cette torsion. Donc, devant, on voit le ventricule et derrière, l'oreillette. En vue latérale, on voit comment l'oreillette elle monte alors que le ventricule descend. Et voilà qu'on a l'emplacement définitif des oreillettes, un peu en haut et en arrière, et des ventricules plus bas et devant, ventralement. Bon, ça c'est un détail. Dans l'air cardiogène, on peut distinguer plusieurs territoires présomptifs qui vont former différentes parties du tube cardiaque. Ils sont représentés ici avec couleurs différentes. En vue latérale, on voit en rouge la partie qui va former les ventricules, en vert la partie qui forme le tronc artériel. Voilà la morphogénèse des oreillettes, et en haut et derrière, et les ventricules en bas et devant. Maintenant, on va voir la séparation de l'oreillette et du ventricule, le canal atrio-ventriculaire. Donc la coupe sagittale du tube cardiaque, oreillette, ventricule et tronc artériel. Et donc à ce niveau-là, le passage est plus étroit et on parle alors de canal atrio-ventriculaire. Et c'est ici qu'on voit déjà cet épaississement au niveau de la gelée cardiaque, la paroi
c'est la formation des bourrelets que l'on appelle les coussins endocardiques, dorsal et ventral. Ici, voilà, on voit comment le myocarde sécrète du TGF-bêta qui va interagir avec des récepteurs au niveau de cellules endothéliales, de l'endocarde. Donc, cette interaction, cette stimulation induit le détachement de certaines cellules endocardiques, cette transformation épithélium-mésenchyme et leur prolifération localement très accrue. Et cela induit la formation de la crête, du bourrelet. C'est comme ça que ces coussins endocardiques se forment et commencent à pousser. On a ici une coupe coronale au niveau du ventricule et du tronc artériel. Et on voit ici le canal atrioventriculaire. Donc l'oreillette, elle est derrière. On voit en haut et à gauche et à droite les futures oreillettes en développement. Et ça, c'est le canal atrioventriculaire qui va donc dans ce ventricule unique à ce stade. On nous montre ici les deux coussins endocardiques, dorsal et ventral. De nouveau ici en coupe sagittale. Ici, c'est la croissance de la paroi du ventricule droit, la croissance de la paroi du ventricule gauche. Ici, on voit le début de la formation du septum interventriculaire. Et entre-temps, il y a eu la séparation complète, gauche et droite, du canal atrioventriculaire. On revoit ça ici maintenant. Ouf, il est très tard. Vous voulez que j'arrête? Voilà donc la formation de ce canal atrioventriculaire double. Pour les valves mitrales et tricuspides, on a une coupe coronale ici, on voit la paroi des ventricules vacuolisée, et donc à ce niveau-là, des canaux atrioventriculaires gauche et droit, il y a la formation de ces valves. Donc on voit d'abord la vacuolisation pour la formation des cordages tendineux, les tendons qui relient les valves avec la paroi et les muscles tendineux qui sont les muscles qui se trouvent dans la paroi des ventricules et qui vont relier ces valves. La séparation de l'oreillette droite et de l'oreillette gauche. Voilà la coupe coronale. Et donc on voit ici en haut l'oreillette unique au départ et en bas le ventricule unique. Donc derrière on voit l'arrivée de la veine cave. Et donc on va voir d'abord la formation du septum primum. Donc on a ici la coupe sagittale et la coupe coronale. Donc le septum primum qui part depuis le haut dorsalement et qui va vers le canal atrioventriculaire, vers le coussin endocardique. Donc il y a d'abord le ostium primum et avant qu'il ne se ferme, il y a un deuxième trou qui apparaît, c'est l'ostium secundum. On le voit ici, qui permet donc le mélange, le passage du sang de l'oreillette droite vers l'oreillette gauche. À ce moment-là, il y a la deuxième cloison qui se forme, le septum secundum. Et il ne se ferme pas complètement, il laisse un passage qui est le foramen ovale. Pour les ventricules, la croissance des parois ventriculaires fait que, médianement, il y a cette cloison, la partie musculaire du septum interventriculaire, qui pousse vers le canal atrioventriculaire aussi. On le voit ici. C'est la partie musculaire, mais qui ne rejoint pas, qui ne fusionne pas complètement avec les coussins endocardiques du canal atrioventriculaire. Donc il y a ce passage qu'on appelle le passage du foramen primaire, de communication. Et c'est là qu'il va y avoir la formation de la partie membraneuse du septum interventriculaire, avec la contribution de ces cellules de crête neurale qui vont arriver jusque dans la région du tronc artériel pour former les crêtes bulbaires, c'est-à-dire pour former les coussins endocardiques qui vont séparer l'aorte et l'artère pulmonaire au niveau du tronc et du bulbe cardiaque, et qui vont faire aussi, qui vont rejoindre le canal atrioventriculaire pour faire la partie membranaire de ce septum interventriculaire. Donc voilà, ici on a la coupe coronale et on voit donc la continuité du ventricule avec le tronc artériel. Ça c'est le canal atrioventriculaire, ça c'est les crêtes bulbaires en spirale qui descendent vers le canal atrioventriculaire
Donc ici, on nous montre des coupes à différents niveaux pour voir la torsion des sécrètes bulbaires en spirale et comment ces crêtes vont rejoindre, comme je vous ai dit, la partie musculaire du septum interventriculaire et les coussins endocardiques du canal atrioventriculaire. Donc elles vont rejoindre ici et puis elles vont former la partie membranaire du septum interventriculaire. Ça, c'est pour la séparation ensuite. Le départ des arcs chaotiques, même chose, c'est le même principe, avec les coussins endocardiques qui vont fusionner avec les coussins des crêtes vulvaires. Ce sont des phénomènes assez complexes, donc je simplifie un maximum. Formation des valves sémilunaires au niveau des grands vaisseaux. C'est toujours ce principe de prolifération cellulaire au niveau de la gelée cardiaque, de la paroi. Ici, on a la séparation de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Et ensuite, au niveau de chacun de ces deux artères, il y a la formation des valves sémilunaires. Assez complexe. Selon ce même principe de prolifération cellulaire. Ça, c'est un coupe sagittale, longitudinal. On voit comment ces valves deviennent concaves dans la partie distale. Et donc, cela permet un flux sanguin dans un sens seulement. Et donc, pour finir, on a comment ces crêtes bulbaires vont rejoindre le septum interventriculaire et le canal atrioventriculaire pour former la partie membraneuse de ce septum interventriculaire. Et avec ça, je vous laisse en paix jusque dans 3 semaines ou 4. Donc, le développement du système urogénital. Là, on commence avec cette vue dorsale de l'embryon. On enlève l'amnios et on voit l'épiblaste avec la plaque neurale. On fait une coupe transversale et on retrouve tous les éléments que nous connaissons. Donc, on voit dorsalement la plaque neurale avec la gouttière neurale ici. On voit en bas la notocorde et à l'intérieur, on distingue le mésoderme intra-embryonnaire, paraxial, intermédiaire, à gauche et droite, et latéral, en continuité avec le chorion et le cellome extra-embryonnaire. Et en bas, c'est l'endoderme. C'est le plafond de la vésicule du sac vitellin. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse au mésoderme intra-embryonnaire intermédiaire. C'est ce qui est dessiné ici, un peu plus clair. Donc, avec les plicatures latérales, pardon, ici, ce mésoderme intermédiaire, il va être visible parce qu'il va former ces cordons, ces bourrelets dans la paroi postérieure, dans le rétropéritoine, ces bourrelets qui font protrusion dans la cavité péritonéale qui vient de se former. Donc ici, c'est une coupe au niveau de l'estomac. On a un mésogastro dorsal et mésogastro ventral. Et donc ici, vous voyez ces cordons néphrogènes à gauche et droite. Et dans ces cordons, on voit le développement très rapidement des néphrons primitifs qui correspondent aux pronéphros. Donc on est dans la partie antérieure, très en avant de l'embryon. Ici, c'est un peu exagéré, c'est un peu plus bas. Alors, tout d'abord, les mésonéphros. Donc par transparence, on voit ces cordons néphrogènes. Donc d'abord, la partie correspondant aux pronéphros, et ensuite, dans la partie thoracique et lombaire, la partie correspondante aux mésonéphros. Donc ici, on nous montre ça d'une façon un peu erronée, parce que le canal mésonéphrique, il est déjà en contact avec le cloaque. Mais on voit la formation des néphrons qui s'est fait dans ce sens antéro-postérieur. Les néphrons les plus anciens sont les plus antérieurs, et les plus nouveaux, les plus récents, sont ceux qui apparaissent dans la partie caudale. Et donc, à mesure que de nouveaux néphrons se forment ici, caudalement, les néphrons les plus anciens dégénèrent. C'est pour ça que même s'il y a 80 paires de néphrons qui se forment environ, il y a seulement une trentaine qui va être active à un moment donné. Donc vous voyez comment ce canal mésonéphrique arrive dans le cloaque
Là, on fait une coupe transversale. On voit les structures de ces néphrons. Donc, on a les glomérules, on a les capsules de Bowman, les petits néphrons qui n'ont pas de tube droit, ni des hanches d'inlay, et ensuite l'aboutissement dans le canal mésonéphrique, à gauche et à droite. Le métanéphros, le rein définitif. Ici, de nouveau, c'est mal dessiné parce que c'est montré comme une structure à part, différente. Le blastème métanéphrogène, en fait, c'est la partie caudale du cordon néphrogène. C'est vraiment la même structure, le mésoderme intra-embryonnaire intermédiaire qui est ici. Et donc, dans la partie caudale de ce canal mésonéphrique, ce blastème, il est très particulier. Il produit ce facteur GDNF qui va induire la prolifération d'un groupe de cellules du canal mésonéphrique à ce niveau-là. Et c'est le début du bourgeonnement des suréters du rein définitif. Ce blastème est un inducteur très puissant qui va déterminer la formation des divisions dichotomiques très rapides. Donc, dès le début, dès qu'il y a le bourgeonnement, il y a une première division dichotomique qui donne ces deux branches, une deuxième division, troisième division. Vous voyez tout de suite comment on commence à former les différentes branches de cet arbre des tubes collecteurs. Donc on va former les bacinés, les petits calices et toutes les structures de tubes collecteurs que l'on voit ici. Par dichotomie successive. Donc au sommet de chacun de ces tubes collecteurs en différenciation, il va y avoir un petit gonflement. C'est ce qu'on appelle l'ampoule. C'est à ce niveau-là qu'il y a la production de ce facteur FGF2 qui va induire la condensation du mésenchyme au niveau du blastème métanéphrogène. Ici, on nous montre une dichotomie, division dichotomique, et la condensation du blastème en même temps qui induit la formation de cette vésicule. Cette vésicule, ensuite, elle s'allonge, elle prolifère activement les cellules, et c'est le début de la formation du corps 1S. Il va fusionner très rapidement avec le tube collecteur aussi à côté. Et vous voyez encore un S avec la capsule de Bowman en développement. Et ici, des cellules mésangiales qui arrivent pour commencer à former les vaisseaux du glomérulus. Donc voilà les différents éléments d'un néphron que vous connaissez. Donc la capsule de Bowman qui entoure le glomérule, le tube contourné proximal. Ensuite, il y a une partie d'un tube droit proximal qui se continue avec le hanche d'inlay. Et après, il y a un tube droit distal et un tube contourné distal qui arrive donc dans le tube collecteur par ce canal collecteur. Là, on voit la migration des reins. Donc, au départ, vous voyez comme elles sont très caudaux, très vraiment proches de la vessie en développement à partir du cloaque, des lanthoïdes. Et donc, vous voyez comment il y a les glandes suprarénales ici et le gonade qui sont au milieu. Donc, il y a ces déplacements des reins à mesure que vous voyez. Donc, le mésonéphros dégénère. Et la formation des branches nouvelles qui vont former des artères rénales nouvelles à mesure que les reins acquièrent sa disposition définitive. C'est assez étonnant, de mon point de vue. Là, on va voir comment le septum urorectal divise le cloaque, qui est cette cavité commune, en deux parties. La partie intérieure, le sinus urogénital définitif, et la partie postérieure qui va être le rectum. Donc on a la membrane cloacale ici, et ça c'est le septum. Donc on voit ici la croissance de ce septum et la séparation. Donc ça fait l'urètre et le rectum derrière.
Pour la vessie, on revoit la même chose essentiellement. Donc il y a les différents éléments de la vessie, dérivés à partir du sinus et de la lantoïde. Et dans l'embryon mâle, ce qui va se passer, c'est que le sinus urogénital, là on voit la formation du trigone. En fait, on voit la partie dorsale de la vessie en développement, avec les gonades, le mésonéphros et les reins définitifs. Donc ici, on voit comment ces cellules des canaux mésonéphriques, notamment, et ensuite des urétères aussi, en fait, sont intégrés dans la paroi postérieure de la vessie en croissance et s'incorporent dans cette paroi postérieure et forment le trigone. Donc ce sont des cellules dérivées des canaux mésonéphriques et des urétères. Alors, je vous disais tout à l'heure, dans l'embryon mâle, ce qui va se passer, c'est que le sinus urogénital qui va former l'urètre, elle va s'incorporer dans le tubercule génital qui va former le pénis. Et de ce fait, on va avoir une partie de l'urètre qui est dans le pénis, la partie de l'urètre dite spongieuse. Et dans le fœtus femelle, c'est plus compliqué. Donc l'urètre, il ne s'incorpore pas dans le tubercule qui va former le clitoris. Et par contre, il y a la persistance de ces canaux des Muller qui vont se différencier, qui vont arriver au sinus urogénital à côté de l'urètre. Et ici, la séquence, elle n'est pas finie, ça s'arrête comme ça, mais en fait, il y a l'acceptation, évidemment, de ces sinus urogénital définitifs qui va aboutir donc à la différenciation de l'urètre et du vagin lui-même, donc avec la fusion de la partie ectodermique du vagin en continuité avec la partie dérivée du canal mésonéphrique, paramésonéphrique, les canaux de Muller. Et donc avec ça, on termine ces cours, un quart d'heure plus tôt, et on se revoit la semaine prochaine, vendredi, je crois, pour le dernier cours qui concerne le développement du système respiratoire et de la face. Merci. Une petite séquence animée. Ça va? Vous êtes assommé? Est-ce que je vous ai assommé? Yeah. Qui c'est qui me déteste? Il y a quelqu'un qui a levé la main là. Attention, j'ai une mémoire photographique extraordinaire. Le problème, c'est que je n'associe pas le visage au nom. Alors, on va juste récapituler tout ce que je viens de vous dire avec ces images animées. Donc, on a, comme toujours, l'image de l'embryon dans le sac chorial. C'est une coupe longitudinale, une vision sagittale. On a le pédicule abdominal à droite, la partie céphalique à gauche, la partie caudale à droite. Donc, ça, c'est l'homme extra-embryonnaire, cavité choriale. Et donc, à l'embryon, on a ici la cavité amniotique, en haut, dorsale, et ventralement, la cavité du sac vitellin secondaire. Donc, antérieurement, vous voyez la membrane oropharyngée. À l'arrière, il y a la membrane cloacale, et on voit très bien ici la lantoïde qui pénètre dans le pédicule abdominal, qui est l'ébauche du futur cordon ombilical. Donc, on a tous les éléments en place. Les plicatures longitudinales, ici céphalique et à droite caudale. Donc on voit le vue de la formation de l'intestin primitif antérieur et postérieur de cette façon-là. Voilà donc, avec la complétion de ces courbures, on a les différentes parties du tube digestif qui sont formées de cette façon. Et donc on voit très bien ici que l'intestin moyen est en connexion directe avec le canal vitellin qui relie le tube digestif moyen avec cette vésicule vitelline secondaire qui est en train de dégénérer. Et donc vous avez vu ici, cela permet de comprendre comment le bourgeon du foie et du pancréas ventral est amené en position
où le foie va se retrouver normalement, à l'opposé de l'endroit où se différenciera le bourgeon pancréatique dorsal. Maintenant, section transversale. On va voir ces plicatures latérales. Toujours dorsal en haut, ventral en bas. Dans le mésoderme latéral, ici à droite et à gauche, on va voir le début de la formation du cellome intra-embryonnaire avec ses mésentères somatiques et splanchniques. Et les courbures, donc, on voit comment ces différents éléments. Donc, ici, on voit très bien le mésoderme splanchnique, comment il entoure complètement, il colle au tube digestif qui est en train de se fermer et de se former. On voit très bien comment la cavité cœlomique est en train de se former, la cavité cœlomique intra-embryonnaire. Et voilà le tube digestif qui vient de se former, comme il est attrapé dans la cavité cœlomique intra-embryonnaire et comment il est relié à la paroi du corps par ses mésentères dorsales. Alors, on va voir quelques images du développement de l'intestin intérieur. Alors, le pharynx embryonnaire, c'est la partie la plus antérieure du tube digestif intérieur. Ça ne correspond pas évidemment au pharynx après la naissance chez l'adulte. C'est l'endroit ici, le pharynx, où on va avoir la formation des poches branchiales et des arcs bronchiaux et qui vont être à l'origine de toute une série de structures, la bouche par exemple, mais aussi des structures de la face et d'autres structures de la face et du cou. Ensuite, il y a l'œsophage avec son diverticule respiratoire, l'origine du système respiratoire à ce niveau-là. Et ensuite, il y a le diverticule de l'estomac, du foie et le duodénum, le reste du duodénum avant la partie correspondante à l'intestin intérieur. Donc pour le développement du foie, c'est assez simple en fait. Donc il y a ce gonflement. Donc on le voit ici en coupe transversale. Le foie, l'estomac, pardon, il est là entre, donc au niveau du mésogastre dorsal, entre le foie et la paroi postérieure du corps. Donc on a ici cette partie du mésogastre dorsal qui va former le ligament iliano-rénal et gastro-splénique. Vous voyez donc la torsion ici de l'estomac, comment elle a entraîné la torsion de ce mésogastre dorsal. Et là, il y a le pancréas qui est en train de se différencier, de se développer, et ça, c'est la rate. Et donc, côté ventral, il y a le foie qui se trouve ici, qui est poussé donc vers la droite avec cette rotation. Et donc, on voit les ligaments dérivés, tous les deux dérivés de ce mésogastre ventral. Donc, on voit comme le pancréas est plaqué contre la paroi postérieure du corps, donc il devient rétropéritonéal. Donc ici, on voit le mésogastre dorsal, comment il est tordu vers la gauche, avec la formation de la rate aussi, et donc comment cette plicature elle est à l'origine de la bourse du grand épiplomb. Côté ventral, il y a donc le foie, avec les ligaments falciformes qui relient le foie à la paroi ventrale du corps, et ce ligament hépatogastrique qui est ici, et qui va donc être à l'origine aussi d'un repli plus petit qui va former le petit épiplomb. En 3D, depuis la gauche, on va voir la rotation de l'estomac, et on va voir comment les mésogastres dorsal et ventral sont entraînés avec cette rotation. Et donc, le début de la formation du repli de l'épiplomb, en fait. C'est ça, la bourse, le grand épiplomb qui s'est formé avec la torsion de l'estomac au niveau du mésogastre dorsal. À un stade un peu plus avancé, on voit un peu mieux ici. Donc, ce mésogastre dorsal avec le pancréas plaqué contre la paroi dorsale, la rate, et ensuite on voit très bien ici cette partie qui est le repli péritonéal qui va être à l'origine du grand épiplomb.
Et côté ventral, il y a le foie avec le ligament qui est en train de se former. Il va y avoir aussi un petit épiplomb qui va se former. Là, on va voir rapidement le développement du foie. Donc, vous voyez tous les éléments anatomiques. Les réticules respiratoires, ensuite le stomac, le duodénum avec le bourgeon hépatique, et le canal vitellin et la partie postérieure du tube digestif avec le cloaque. Donc, on voit ici les septons transverses, déjà aussi, qui va être à l'origine du diaphragme, qui va séparer la cavité thoracique de la future cavité abdominale, qui est encore à ce stade inexistante, on pourrait le dire, toute petite. On voit ici la formation des langes primitives, et là, c'est le foie qui grandit très rapidement et qui se place dans ce mésogastre ventral. Et donc, vous avez vu en même temps, à ce niveau-là du duodénum, il y a la formation du bourgeon de la vésicule biliaire et le bourgeon pancréatique. Donc, le bourgeon ventral, il a migré en position dorsale. On va le voir mieux maintenant. Voilà les différentes parties. Donc, estomac, duodénum, bourgeon hépatique, bourgeon biliaire et le bourgeon pancréatique ventral tout petit et le bourgeon pancréatique dorsal de l'autre côté. La rotation du tube digestif vers la droite. Le bourgeon pancréatique ventral qui est amené en position dorsale, en même temps que c'est différencie les différentes structures. On est à la 5e semaine. Vous voyez, ça va vraiment très, très vite. On va revoir la fusion des deux bourgeons pancréatiques. Pour mieux comprendre l'anatomie du pancréas. Vous allez voir, il y a une coupe longitudinale ici, on voit le bourgeon dorsal à droite, le bourgeon ventral, et au milieu, il y a le duodénum. Donc avec la rotation, je reviens un peu en arrière. Aïe, oh mon Dieu, que s'est-il passé? Oh, quel saut! Vous allez voir. Est-ce qu'on arrive de nouveau? Je m'excuse pour ce retard. Oh là là! Oh là là, qu'est-ce qu'on est tard! On va juste voir rapidement comment la... Vous voyez? Donc, le bourgeon ventral se déverse en fait dans le canal biliaire et ça va dans le duodénum par le biais du canal biliaire. Donc, avec la rotation du duodénum, le bourgeon ventral il est amené en contact avec le bourgeon dorsal. Et de cette façon-là, vous voyez, ce qu'en anatomie, on appelle ensuite la tête du pancréas et le canal pancréatique principal. Donc, ce sont des dérivés du bourgeon pancréatique ventral, alors que le canal du bourgeon pancréatique dorsal devient le canal accessoire du pancréas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ici? On va voir les rotations intestinales. Non, d'abord, on voit comment le pancréas et le duodénum deviennent rétropéritonéaux. C'est toujours la conséquence de cette torsion vers la droite du tube digestif. Donc, pancréas dorsal, duodénum, ils sont plaqués contre la paroi et ils deviennent rétropéritonéaux. On dit que c'est des organes rétropéritonéaux secondaires. Maintenant, la formation des sens intestinales et la rotation du tube digestif moyen. Donc ça, c'est l'anse intestinale primitive ou primordiale. On est à la base du cordon ombilical, avec le départ du canal vitellin ici. On a cette rotation. En tout, c'est environ 180 degrés. Donc pendant que ça c'est fait, il y a la croissance en longueur
de l'intestin grêle avec la différenciation du jejunum et de l'iléum. Donc vous voyez comment la partie postérieure, elle avance, elle devient ventrale et passe du côté droit de la petite cavité abdominale. Donc ici on distingue le cœcum et l'appendice qui sont très hauts et qui vont ensuite, une fois qu'ils sont passés du côté droit de la cavité abdominale, ils vont descendre vers le côté inguinal droit. Et de cette façon, on a le côlon qui est ventral par rapport au duodénum. Quoi d'autre? Bon, ça c'est pour dire que les mésentères sont les victimes des rotations et des sens intestinales, donc ce sont des replis péritonéaux. Là, on voit comment les côlons ascendants et descendants vont être poussés vers la paroi du corps. Ils deviennent rétropéritonéaux aussi. Là, la coupe longitudinale pour montrer la formation du grand épiplomb et comment aussi le mésentère du côlon transverse fusionne avec ces grands épiplombs. Voilà, ces replis péritonéales importants. Et là, juste, on va voir l'acceptation du cloaque, en fait. Ça, c'est le bourgeon urorectal qui pousse vers la membrane cloacale et qui sépare le cloaque en deux cavités. Une cavité intérieure qui est le sinus urogénital, proprement dit, adjacent au tubercule génital, et la partie postérieure qui va former le canal anal. Entre les deux, c'est la formation du périnée. Et avec ça, je vous libère avec un tout petit peu de retard et on se retrouve la semaine prochaine. Nous allons voir la formation de la trachée, les bronches et les poumons. Alors voilà, on est dans la partie postérieure du pharynx et on a ici ces verticules respiratoires qui commencent à se former dans la paroi ventrale à l'endroit où commence l'œsophage. Donc voilà tous les éléments anatomiques. La coupe transversale où l'on voit ici la séparation avec les sillons qui va séparer définitivement le pharynx de l'œsophage et les verticules respiratoires avec la trachée. Et donc vous voyez tout autour, il y a ce mésoderme splagnique qui entoure le tube digestif. Et c'est pour ça que lors de la différenciation des poumons, il va y avoir toujours tout autour ce mésoderme splagnique, mésoderme viscéral. Très rapidement, on est encore à la 4e semaine, c'est extraordinairement rapide. Il va y avoir la première dichotomie, les ébauches de deux poumons, c'est-à-dire la différenciation le début de la différenciation des deux bronches souches. On voit ici avec le mésoderme splagnique. La deuxième division amène à la formation de ces 3 lobes pour le poumon droit et 2 lobes pour le poumon gauche. La troisième division va former ensuite les différents segments pulmonaires. Que l'on voit apparaître ici progressivement. Les bronches secondaires. Et ensuite, ces bronches tertiaires qui forment les segments pulmonaires. Et on nous dessine ici très bien aussi la cavité pleurale. Avec donc
la somatopleure, ou pleure pariétale, dérivée du somatoderme, du mésoderme somatique, et ensuite collée à ces branches en division, il y a la pleure viscérale ou splagmique. Et entre deux, la cavité pleurale. Alors on va voir maintenant un peu plus en détail les différents stades histologiques de différenciation. La période pseudoglandulaire, où il y a seulement un épithélium cubique. Période canaliculaire, avec les bronchioles respiratoires qui commencent à se différencier, avec des pneumocytes de type 1 aplatis, le début de la formation de la barrière R100, période saculaire assez rapidement. Il y a de plus en plus de capillaires dans le mésoderme. Et les périodes alvéolaires, donc avec des alvéoles déjà différenciées. Et voilà. Une séquence animée pour essayer de mieux comprendre ce cloisonnement du cellome intra-embryonnaire. Et cette séquence, elle est là. Voilà. La formation des cavités corporelles. Donc on part depuis le cellome en forme de U, de fer à cheval. On a la bulle dorsale de l'embryon, on a enlevé l'amnios, on voit l'épiblaste avec la plaque neurale. On fait une coupe transversale et on distingue les trois feuillets de l'embryon en gastrulation, du gastruloïde. Et on va s'intéresser aujourd'hui maintenant à cette cavité cellomique entre-embryonnaire qui est en train de se former de part et d'autre dans ce mésoderme latéral. On nous montre la fermeture du tumoral, la séparation des cellules des crêtes neurales. Et voilà, donc on a la splagnopleure ici, côté ventral, avec l'endoderme, et dorsalement la somatopleure avec l'ectoderme de la peau. Donc, par transparence, on voit le processus de cavitation dans le mésoderme latéral qui amène à la formation d'une cavité unique, le cellome entre-embryonnaire. Maintenant, ça vous le savez par cœur. Et c'est ce cellome entre-embryonnaire qui est en contact à l'endroit où se forme le cordon ombilical ventralement avec le cellome extra-embryonnaire du sac chorial. Voilà, ici les flèches nous montrent l'échange de fluides entre les deux cavités cellomiques, extra- et intra-embryonnaires. Alors on voit la coupe longitudinale et on voit très bien ici, c'est cellome intra-embryonnaire. La fléchette de nouveau nous montre la communication avec le cellome extra-embryonnaire. Et donc ici à gauche se trouve le tube cardiaque en rouge et le cellome à ce niveau-là sera la future cavité péricardique. Là, maintenant on va voir ça en coupe transversale. Tout ceci est pour nous rafraîchir la mémoire. Donc ici et là, on a le cellome en fer à cheval, entre-embryonnaire en train de se former. Au départ, à ce niveau-là, au milieu du corps de l'embryon, il y a un contact avec le cellome extra-embryonnaire. Et voilà, le tube digestif englobé dans cette cavité intra-embryonnaire. Alors maintenant, voilà, on a en vue latérale, longitudinale, le cellome. Ici, la partie qui va être la cavité péricardique, en arrière, la cavité péritonéale, et au milieu, c'est le canal péricardio-péritonéal. Alors, on fait une coupe coronale au niveau du pharynx, ici, au niveau surtout, c'est le cœur qui nous intéresse. Et c'est à ce niveau-là que le bourgeon de la trachée va commencer à se différencier. Voilà, ici, on a très rapidement les deux bronches, et ça, c'est les replis pleuro-péricardiques qui vont être en train de
séparer la cavité péricardique de la cavité pleurale. Et donc c'est comme ça que se forme le péricarde fibreux. Maintenant, on va voir pour le diaphragme. La coupe transversale au niveau où se trouve le diaphragme. Maintenant, on a le côté dorsal en bas. Ça, c'est le dérivé du septum transverse. Et là, on a les deux canaux péricardio-péritonéum. Et voilà qu'il y a la fusion de septum transverse avec ses replis péricardio-péritonéum. Et voilà, je vais vous montrer un petit film pour revoir un peu la destinée des différents éléments des arcs branchiaux. Comme ça, ça va rester figé dans votre lobe frontal. Non, c'est où? C'est l'hippocampe. Non, c'est quoi? La mémoire, c'est où? C'est où la mémoire dans le cerveau? Hein? Je ne me rappelle plus. La mémoire, elle est où dans le cerveau? L'hippocampe? Voilà. Très bien. Alors, voilà. On a ici l'embryon et extérieurement, on voit le neuropore antérieur encore ouvert, ici, et latéralement, on voit les premiers sillons branchiaux qui commencent à être évidents. Donc, on voit en tout 4 arcs branchiaux qui se différencient. Et nous allons voir maintenant, avec une coupe coronale, une coupe frontale, le plancher du pharynx, à l'endroit où se trouvent ces arcs branchiaux. Donc, comme vous le voyez ici, le premier arc, il est tapissé par l'ectoderme. Ici se trouve le stomodeum. Et les autres sont déjà recouverts à partir de la première poche par de l'endoderme. Donc, on a les sillons à l'extérieur et les poches à l'intérieur. Les sillons sont ectodermiques, les poches sont endodermiques. Les poches, elles sont au niveau du pharynx lui-même. Donc, dans chaque arc branchial, on a ces éléments cartilagineux qui vont former le squelette, le nerf crânien, l'arc aortique et les ébauches de la musculature. Voilà la destinée des poches branchiales maintenant. On fait toujours la coupe frontale, coronale. On regarde le plancher du pharynx. Alors je vous dis au passage, voilà, au niveau du plancher du pharynx, entre le premier et le deuxième arc, il y a la jonction entre l'ectoderme et l'endoderme. C'est ici que se trouvait précisément la membrane oropharyngée. C'est pourquoi le premier arc, il est recouvert par de l'ectoderme. Là, il y avait le stomodeum. Et en arrière, c'est déjà le pharynx proprement dit. Et à cet endroit-là, il va y avoir un petit vestige que l'on appelle le foramen secum. C'est l'endroit, justement, à ce niveau-là, où la thyroïde va se différencier. Donc, la glande thyroïdienne, elle va se détacher de cet endroit-là et il va rester cette petite cicatrice que l'on appelle le foramen secum, qui va se trouver ensuite à la racine de la langue. La langue, elle va être formée par le plancher du premier arc et le plancher du troisième arc, comme nous allons voir après. Alors, les poches branchiales. Voilà la première qui forme les trompes d'Eustache. Ici, la deuxième qui va former les amygdales palatines. Troisième, avec notamment le bourgeon du thymus. Et quatrième, ici. À l'extérieur, on voit ici comment le premier sillon forme le conduit auditif externe et les sillons 2, 3, 4 forment le sinus cervical. Donc, pourquoi ces signaux un peu plus petits? Un petit problème. Bon. Voilà, ici on voit le bourgeon du thymus et de la
glande parathyroïdienne inférieure à partir de cette troisième poche. Et pour la quatrième poche, on voit aussi comment se forment les cellules C de la thyroïde et la partie supérieure de la glande parathyroïdienne. Et donc, on voit par transparence, ici, on nous montre comment ces cellules se détachent du pharynx et ventralement, ils migrent en position un peu plus en arrière, à l'endroit où vont se trouver définitivement ces organes. Donc voilà, première poche, la trompe d'Eustache, deuxième poche, l'amygdale palatine, ensuite les dérivés de la troisième poche et la glande parathyroïdienne, la glande thyroïdienne qui dérive aussi de cette foramen secum. Et ensuite, on voit plus bas le thymus qui s'est formé à partir de la troisième poche qui a disparu. Yeah. Latéralement, on voit ici le bourgeonnement de la thyroïde, comme elle va se déplacer pour loger juste devant le trachée. Et ici, qu'est-ce qu'il voulait d'autre? Oui. Voilà, juste pour voir l'emplacement définitif. Donc la thyroïde avec les parathyroïdiennes supérieures et inférieures et le thymus qui va se placer juste au-dessus du cœur. Thyroïde avec les cellules C folliculaires dérivées aussi de la troisième poche et là le thymus en bas. Je crois que c'est tout. Ah non. On va nous montrer de nouveau pour les sillons. Pour les sillons branchiaux. Ici, c'est plus simple. Le premier, le canal auditif. Le 2, 3, 4, le sinus cervical. Il peut devenir un kyste cervical ou bien une fistule. Là, avant de montrer ça, on va peut-être voir, on peut le voir déjà ici puisqu'on y est. Donc, on va voir comment se développe la langue à partir donc, de ce premier arc et du troisième arc au niveau du pharynx. Donc, la partie endodermique, elle va former la racine de la langue et le corps de la langue se forme à partir du plancher du premier arc, en bleu. Et entre deux, il y avait juste au milieu le foramen secum ici, l'endroit où c'était séparé la thyroïde. La petite séquence du développement de la face et du palais pour vous aider à vous rappeler des différents éléments. Donc voilà une vue de face ventrale et une vue latérale ici. On a le neuropore intérieur. Ici, on a le premier arc avec les deux parties, le deuxième arc, et de face, on voit très bien le stomodeum ici, et de part et d'autre, on voit le processus maxillaire du premier arc. Alors voilà les différents éléments. Donc ça, c'est la prominence fontonasale. Et ensuite, pour le premier arc, on a la prominence, le bourgeon maxillaire, et la prominence au bourgeon mandibulaire ici. C'est le premier arc. Latéralement, on le voit aussi. Donc, la prominence fontonasale, la partie maxillaire et mandibulaire du premier arc. Ici, c'est en rouge, on voit le gonflement du cœur qui est là. Donc, à ce stade, on voit seulement le premier et le deuxième arc branchial. Le neuropore, il est encore ouvert. On voit ici que latéralement, de part et d'autre de la prominence fontonasale,
il y a les placotes nasales, qui sont ces petites dépressions qui vont très rapidement commencer à s'invaginer pour former les cavités nasales. Ici, on distingue aussi les placotes optiques qui sont en périphérie de la prominence frontonasale, ici. Et voilà, on voit les prominences nasales médianes et latérales. Donc là, on voit très bien, en fait, les différents éléments qui contribuent. Ça, c'est la prominence frontonasale avec les prominences nasales qui sont en train de se rapprocher médianement. Ici, on voit les processus maxillaires à gauche et droite du premier arc et le processus mandibulaire. Donc, avec les codes couleurs, on distingue bien la contribution de chaque élément. Et latéralement, on a les placotes optiques. Ici, on le voit mieux, les placotes optiques. Donc ici, on nous montre déjà le début de la formation des bourrelets du pavillon de l'oreille au niveau du premier sillon. Donc on est entre le premier arc, ici représenté par le processus mandibulaire, et le deuxième arc, qui est ici plus en arrière. Voilà, ici, il y a eu la fusion de deux prominences nasales médianes, le début de la formation du nez, et le début de la formation du philtrum et du palais primaire. Le philtrum, c'est en fait la fossette, comme vous le savez, qui relie le nez avec la lèvre supérieure. Ici, il y a eu un saut, mais bon, on voit bien avec les couleurs la contribution des éléments dérivés de la prominence frontonasale, donc le front, le nez, le philtrum et le palais primaire, les éléments dérivés du processus maxillaire du premier arc, les pommettes notamment, et le dérivé du processus mandibulaire du premier arc, c'est-à-dire la mâchoire. On va revoir ça. En fait, c'est assez simple. Ce qui est plus compliqué, c'est le lexique. Donc, on voit très bien ici la prominence frontonasale et le premier arc. Et on voit comment ces trois structures sont à l'origine de la formation du visage. On voit les placotes optiques comme elles apparaissent, elles se déplacent vers le milieu, le centre et les oreilles. Maintenant, la cavité buccale, le développement du palais. Donc on voit ici la cavité nasale primitive, le palais primaire, la cavité orale ou buccale, en coupe sagittale. À côté, on met une coupe coronale et on voit très bien comment se forme la cloison au niveau de la cavité nasale qui va séparer les deux fosses nasales. Et ici à droite, on est dans la cavité buccale et on regarde vers le haut. Donc on voit très bien le palais primaire dérivé de la prominence frontonasale et on voit très bien latéralement les deux processus maxillaires du premier arc branchial qui sont en train de former ce processus palatin qui vont former le palais secondaire ou définitif. Et en haut, dans la cavité nasale, on voit la formation du septum nasal qui va séparer la cavité nasale initiale en deux cavités nasales séparées, en deux fosses nasales. Ici, sur la coupe coronale, on le voit mieux. Donc ça, c'est la croissance de ces deux processus palatins qui vont former donc le palais définitif. Et on voit l'endroit où il y a eu la fusion, le rafet, et la fusion avec les palais primaires. Et donc, ici, la formation de la partie distale du palais, la partie qui n'a pas d'os, on appelle le palais mou avec la uvula.
de la gorge. Maintenant, pour la cavité nasale, c'est assez simple. Les plaques nasales de la prominence frontonasale. Ici, on voit une coupe transversale. Donc, on voit la plaque nasale et ensuite elle s'invagine pour former le début de la cavité nasale. Donc, ça, c'est bilatéral, ça se passe de chaque côté. Sagittale, on voit une des deux cavités nasales qui va fusionner avec la cavité buccale en arrière. Donc, la rupture de cette membrane oronasale ou nasobuccale ici. Donc, formation de la coine interne. Et voilà la croissance du palais définitif ou secondaire, jusqu'à l'ubula ici. Donc avec le code couleur, ici on voit très bien la contribution de l'ectoderme en bleu pour la cavité buccale et la cavité nasale. Et là, au niveau du larynx futur, c'est la contribution de l'endoderme. Et donc vous voyez ici la limite, la frontière, c'est l'endroit où se trouvait initialement la membrane oropharyngée. Et donc avec ça, on termine cette série de cours. Voilà, qui était magnifique. Et je vous demande pardon d'avoir été si lourd pendant 22 heures avec vous. Alors, bonne chance, bonne continuation et à très bientôt.